pour que l'enfant s'en porte mieux? Alors, c'est vrai que y a des arguments, enfin, une des raisons pour lesquelles j'ai écrit ce livre, c'était pour répondre à ce type d'arguments, parce que je trouvais que les questions au départ n'étaient pas forcément posées en toute objectivité. Alors, je commence d'ailleurs par l'argument suivant: il vaut mieux être élevé dans un couple homosexuel que de rester dans un orphelinat. Et c'est vrai que quand on vous pose la question brute comme ça, en vous disant, bah alors, si vous répondez, il vaut mieux rester dans un orphelinat et tout sauf plutôt que le couple homosexuel, vous passez immédiatement pour quelqu'un qui n'a pas de cœur, voire un monstre. Parce que qu'est-ce qu'il y a de pire qu'un orphelinat pour un enfant qui n'a plus de parents? Voilà. Donc, et je me suis dit, mais cette question m'a l'air quand même extrêmement fallacieuse, si on peut dire, c'est-à-dire très mal posée. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi est-ce que ce serait l'orphelinat ou le couple homosexuel? En dialectique, ça s'appelle un choix truqué. Bravo. On est donc dans un choix truqué. La réponse, on amène la réponse en posant la question. Alors c'est là qu'est le piège, et c'est là que, en fait, avant, il faut toujours se reposer une question. Prendre un peu de temps pour réfléchir, pour savoir si cette question est véritablement bien posée. Vaut-il mieux pour un enfant être adopté ou rester dans un orphelinat? Là, on est en face d'une vraie question. Alors oui, bien sûr, il vaut mieux être adopté. Vaut-il mieux alors être adopté par un couple hétérosexuel ou par un couple homosexuel? Voilà, là, on peut apporter une réelle réponse. À l'autre question que vous posiez, vaut-il mieux être adopté par vivre dans un couple homosexuel qui s'entend bien plutôt que dans un couple hétérosexuel qui se déchire? Tout d'un coup, excusez-moi, j'ai eu un petit trou parce que je repensais à l'émission, je fais juste un petit aparté, où Nadine Morado, que j'ai entendu de mes propres oreilles avant-hier, disait: on sait bien quand même que 85% des enfants battus le sont dans des familles hétérosexuelles classiques. Oui, je ferme la parenthèse, c'est Nadine Morano qui l'a dit il y a quelque temps, donc du coup je pensais, c'est le petit... cette réminiscence. Voilà, qui me venait à la tête. Ce qu'il faut savoir, c'est que là encore la question est mal posée. Moi j'appelle ça de l'hétérophobie. Parce que quand on pose ce type de questions, il faudrait presque répondre que toutes les familles hétérosexuelles s'entendent mal et que tous les couples homosexuels s'entendent bien. Et ça, c'est pour moi pas acceptable. Surtout lorsque l'on voit les statistiques et que ces statistiques disent que les couples homosexuels tiennent beaucoup moins longtemps que les couples hétérosexuels. Je dis pas que c'est forcément brillant chez les couples hétérosexuels, mais les statistiques disent que les couples, et il y a des livres, enfin moi je les ai, tout ce que je dis est totalement vérifiable, parce que je ne m'aventurerai jamais sur ce sujet, mais sans avoir les preuves et les statistiques qui sont derrière. Donc, les couples homosexuels tiennent moins longtemps que les couples hétérosexuels. C'est pas un jugement de valeur, c'est une statistique. Ce que je veux dire, c'est que un enfant qui est confié à l'instant T dans un couple homosexuel, ça ne veut pas dire que le couple homosexuel, à l'instant T de plus 1, s'entendra mieux ou s'entendra encore bien. Donc reposons la question, est-ce qu'il vaut mieux être élevé dans un couple homosexuel qui s'entend pas bien que dans un couple hétérosexuel qui s'entend pas bien, ou dans un couple homosexuel qui s'entend bien, ou dans un couple hétérosexuel qui s'entend bien? Il faut juste reposer... toutes choses égales par ailleurs. Voilà, exactement. Dans le même cadre. Alors l'autre argument, mais Tuc Gallerville pourrait y répondre également, l'autre argument, mais c'est finalement il n'existe aucune étude prouvant aujourd'hui qu'un enfant élevé par deux personnes de même sexe se porte moins bien qu'un autre enfant. Alors là, eh bien, on peut avancer quand même le principe de précaution. Parce qu'il ne faut pas jouer avec cette réalité naturelle du fait qu'un enfant naisse d'un homme et d'une femme, et de gamètes masculins et féminins jusqu'à preuve du contraire, et donc par conséquent que ce sont des repères naturels et qui sont millénaires, hein, et c'est vraiment tordre aussi cette réalité que de prendre le risque d'induire des situations qui peuvent être extrêmement douloureuses à l'arrivée. Et puis, oui, Béatrice, quelque chose. Elle complétera à l'issue de votre intervention. Voilà, donc on observe également que dans les études, les pseudo-études qui prétendent que les enfants sont épanouis, d'où viennent les échantillons? De combien sont-ils? C'est des échantillons qui viennent en général de l'association des parents et futurs parents gays et lesbiens, et que ceux qui sont interrogés, c'est les adultes. On n'interroge pas les enfants pour une question de respect des enfants. Effectivement, on voit, moi j'ai été très choqué de voir des articles en pleine page qui sur un échantillon d'une vingtaine de cas, de situations, voilà, en interviewant les adultes, on finit par conclure que les enfants vont bien. Mais qu'est-ce que ça veut dire aller bien aussi? Et est-ce que les enfants ont le droit d'aller mal?
Et c'est tout. Moi, je pense que l'enjeu qu'il y a derrière aussi, cette injonction à aller bien et cette incapacité à remettre en cause le mode de vie qu'on nous a imposé. Et c'est très difficile de le remettre en cause sans tout casser. Tandis qu'un enfant qui est élevé par un homme et une femme peut tout à fait remettre en cause ses parents, casser des choses, reconstruire. Ça n'est jamais foutu, entre guillemets. Tandis que dans les situations qu'on aura bricolées sur le plan juridique pour lui, qu'on lui aura imposé, eh bien, quand ça sera cassé, ça sera cassé. Et ça sera très douloureux pour à la fois les adultes et aussi pour, bien sûr, les enfants qui seront nés de ce genre de situation. Béatrice Bourges, pour rédiger votre livre, vous avez jeté un œil sur toutes ces études. Oui, alors, en fait, Tugdual l'a dit, ces études ne sont pas fiables, ce ne sont pas des études qui sont scientifiques, ce ne sont pas des études qui sont faites de manière aléatoire, mais ce qui est en plus intéressant, c'est qu'on va prendre un exemple très concret d'un médecin qui s'appelle Stéphane Nadeau et qui est l'expert avec un grand E sur cette question en France. Il a fait des études, donc c'est à peu près le seul qui ait fait des études en France. Il a fait des études sur une 30aine de cas, ce qui est déjà quand même très peu, et lui-même, et c'est ça qui est intéressant, dit « Mon échantillonnage était très réduit et il n'est sûrement pas représentatif. J'ai eu beaucoup de mal, dit-il, j'ai eu beaucoup de mal à trouver des parents volontaires et je suis allé à la sortie de clubs de rencontres parce que comme ça, j'étais sûr de voir des pères, entre guillemets, non gays. » Donc là, je ferme les guillemets, c'est Stéphane Nadeau qui le dit. Je ne porte pas de jugement sur ces études, je dis juste que ce ne sont donc pas des études qui sont fiables. Il y a d'autres études qui disent exactement le contraire, c'est-à-dire que les enfants vont moins bien. Je fais pas de la pub pour mon livre, mais je vous engage quand même à lire le chapitre 3 qui démonte en fait ces études. Et il y a notamment Xavier Lacroix qui a écrit un livre remarquable sur ce sujet qui s'appelle La théorie du genre, la confusion des genres, et qui démontre ces études de façon extrêmement rigoureuse. Donc comme disait Tugdual, on a des études qui sont contradictoires. Je dis pas que les études n'existent pas, mais en tout cas elles ne sont pas suffisamment fiables pour qu'on en fasse des véritables études scientifiques. Et à partir de ce moment-là, ça paraît quand même la moindre des choses que ce qu'on fait pour les OGM ou pour la nature, on le fasse pas pour, on va dire, l'écologie humaine entre guillemets. C'est-à-dire simplement, on a dans notre constitution un principe qui s'appelle le principe de précaution. Nous avons quelques messages. Je rappelle que nous sommes sur Radio Courtoisie, que vous écoutez Tugdual Derville, délégué général de l'Alliance pour les droits de la vie, Béatrice Bourges, présidente de l'Association pour la protection de l'enfance, et vous avez fait un livre, Homoparentalité en question, et l'enfant dans tout cela, édition du Rocher. Alors, je commence. Il y a à la fois des questions et des remarques. Oui, un auditeur. Sur les formulaires d'inscription en université, il y a déjà mentionné premier parent, deuxième parent. Ça, c'est pour tenir compte de la recomposition, entre guillemets, des familles. Oui, on pense qu'il va y en avoir encore plus, parce que deuxième parent... Bon. Une auditrice, que va-t-il se passer quand cette père se séparera? Qu'adviendra-t-il de l'enfant? Père, P-A-I-R-E, oui. pour... Oui. Couple plutôt que couple. Voilà. Un auditeur, pouvez-vous nous dire ce qu'est la théorie queer ou queer ou j'imagine en fait la théorie des genres. On en parlera parce que c'est important en effet. Un auditeur, nous sommes dans une époque où l'enfant est roi. Lorsque l'enfant sera adolescent, ne va-t-il pas exploiter le fait qu'il aura plusieurs parents, minimum 4, les parents géniteurs et les autres? C'est ce qu'a expliqué Béatrice Bourges à l'instant. Un auditeur, on appelle le pape sa sainteté. N'oublions pas que la fidélité est dans l'évangile et que le préservatif n'y est pas, donc le problème est réglé. Voilà, en tout cas c'est l'affirmation de conviction très, très forte. Un auditeur, être adopté par la DAS, c'est la pire des choses. J'ai connu 12 ans la vie en orphelinat et nous recevions une très bonne éducation. Alors bon, auprès des sœurs, mais il n'y avait plus d'orphelinat, puisque l'on détruit de plus en plus la religion. Mais cette dame dit que, ah oui, à la DAS, elle a été dans un orphelinat, alors qu'à la DAS, c'est la pire des choses. C'est voilà, ça. Absolument. Voilà. D'autres remarques? Non, ça y est. Non, voilà. Pour le moment. En tout cas, nos auditeurs parlaient de la théorie des genres, ou théorie queer, je ne sais pas si c'est absolument équivalent, mais est-ce que vous pourriez nous dire de quoi il retourne et oui, la théorie du genre, ou on appelle une sorte de culture queer, c'est l'idée selon laquelle nous ne naissons pas, au fond, hommes ou femmes, mais cette réalité est issue d'une culture qui impose cette distinction, qui force la moitié de l'humanité à porter des enfants d'une manière biologique
biologique, avec toutes les conséquences très lourdes que le sexe qu'on dira à ce moment-là faible porte, et qu'au fond, il faut rétablir l'égalité et le libre choix du sexe. Et donc, ma liberté individuelle fait que si je me sens femme alors que je suis apparemment un homme, eh bien, il faut que la société puisse me donner droit d'accès sur le plan à la fois chirurgical, mais aussi sur le plan du droit civil, un état civil correspondant à ce que je veux et ce que je choisis. Hein. Et alors, pour accréditer cette théorie, on peut faire référence à des espèces animales, certains poissons qui changent de sexe en cours de leur évolution, peuvent naître mâles et terminer femelles, par exemple, c'est assez fréquent chez les poissons, et également à des réelles souffrances psychiques que on l'a jamais constaté chez l'humain. Oui, mais des personnes souffrent de troubles de